Jusqu'à minuit, Daniel Riolo est là, Alpha Baldé également, Marseille au programme, le Mercato à suivre, la Ligue Europa. Donc je vous le disais, il y a pas mal de clubs importants qui ont joué ce soir dans ce barrage aller de l'Europa League. Il y a souvent quelques clubs comme ça qui ont raté la Ligue des Champions, qui se retrouvent là, avec volonté d'aller loin, comme Manchester l'an dernier. Cette année, il y a le Milan AC par exemple, qui est en Ligue Europa, qui a joué ce soir face à un club macédonien, Skendia. Ils ont gagné 6-0 les Milanais. Donc bon, on peut considérer qu'ils sont d'ores et déjà il peut y avoir en phase de poule. Normalement, ce genre d'équipe, tu dois les gifler. Quoi. Notamment un doublé de Montolivo. Qui est de retour, le sosie de Gad Elmaleh. Il n'est pas blessé. J'ai quoi également à vous signaler, l'Athletic Bilbao qui jouait ce soir sur le terrain du Panathinaikos et qui a gagné 3-2. Donc là aussi Bilbao, habitué de l'Europa League, qui est bien parti. Qu'est-ce que je veux encore vous donner? Braga, le club portugais qui est venu en Islande face à Hafnar Fjordur, 2-1. Fenerbahçe avec Valbuena titulaire qui perd en Macédoine face au Vardar Skopje 2-0. Donc là, Fenerbahçe va devoir. C'est compliqué, déjà Galatasaray s'est fait déglinguer. Exactement, donc l'excep turc finalement au niveau européen pour l'instant c'est pas ça. Et puis alors l'Ajax, finaliste l'an dernier quand même de l'Europa League, éliminé par Nice de la Ligue des Champions, et là ils jouaient contre Rosenborg chez eux à Amsterdam, ils ont perdu 1-0, donc Rosenborg gagne, compliqué pour l'Ajax qui pourrait donc sortir des Coupes d'Europe dès le mois d'août. À mon avis il va y avoir quelques vautours qui vont se jeter sur les quelques très bons joueurs de cette équipe. Je pense que le départ qu'il y a eu aussi n'a pas facilité les choses pour cette équipe qui était très jeune déjà. Un club anglais en barrage, la Everton qui a battu Hajduk Split ce soir 2-0, et puis en ce moment le Dynamo Kiev joue à Funchal à Madère face au Maritimo, il y a 0-0, voilà. Et puis j'ai un résultat national qui c'est Pau-Cholet. D'habitude Pau-Cholet c'est du basket, là c'est du foot. 4-1 pour Cholet, voilà. Pau-Cholet en foot, ça c'est Pau-Cholet en foot, fallait l'inventer. Oui, alors juste quand même Pau-Cholet à la Moutette. Exactement. Au gymnase de la Moutette. C'était un marché. C'était un marché. C'est à Pau, c'était à Pau le marché là. La Moutette, c'était un marché. Tu faisais ton marché, après ils enlevaient les trucs et ça devenait salle de basket pour le soir. Alors, je vous donne une liste de 6 joueurs. 6 joueurs qui. C'est quoi ton délire du 15 mai? Non, mais pas né le 15 mai? Non mais Evra est né le 15 mai. Et donc il y a d'autres mecs. Vous allez me faire votre petite hiérarchie du 15 mai, du meilleur au moins bon. Envoie tes noms. Evra, Karl Medjani, Rai, Sébastien Chabert, Mapou Yangambiwa et Christiane, une des plus grandes joueuses du monde. Christiane, l'esthéticienne du PSG. Elle est forte, Christiane. En plus. On met qui en 1? T'es sûr? Oui. On met qui en 2? Christiane l'esthéticienne. Donc là, tu mets Christiane devant Medjani, Evra, Chabert et Yangambiwa. J'en attendais pas moins de toi, Daniel. Mais tous les mecs que tu as cités, c'est pas des, tu vois, c'est des petits joueurs de foot, quoi. Après, mais il faut mettre Evra dans ta hiérarchie. Il y a Evra quand même. Evra, pour son palmarès, tu le mets. Mais avant Yangambiwa, tu le mets au moins en 2 derrière Rai. Oui, quand même. Bon, on est d'accord. Bon, après on met les joueurs un peu plus classe, quoi. Le podium Rai, Evra et Christiane. Voilà. Bon, c'était pour la blague. Allez, Dimitri, supporter de l'OM est là. Dimitri, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut Dimitri. On va faire une évaluation tout à l'heure, mais d'abord, tu voulais pousser un petit coup de gueule, je crois, Dimitri. Petit, c'est vite dit, un gros coup de gueule même. Je commence à en avoir ras-le-bol, parce qu'on a un OM à réaction, un peu comme les bagnoles, là, qu'on recule et qu'on lâche, et ça repart tout seul. On n'a pas de tactique. C'est quoi le milieu de terrain? Luis Gustavo, c'est quasiment un 5e défenseur sur certaines actions. Lopez, il est où? Je sais pas. C'est quoi son but? C'est quoi son rôle? À part faire un pion sur le terrain. Sanson, soit il va de l'avant, soit il recule, on sait pas. Et après, pour le reste, Thauvin aujourd'hui, il est passé à côté. Malheureusement, même si j'adore Thauvin. Il donne un bon ballon pour le but. Thauvin Sanson, c'était bien joué. Période. Mais bon, la première, c'est que du déchet, quoi. C'est précipité. Heureusement qu'Ocampos a cavalé partout. Parce que sinon, il n'y avait personne. Je pense qu'au Thauvin, quand même, en seconde période, t'es un peu dur, il se réveille un petit peu, ça correspond justement à ta bonne période et il a envie, quoi. Il fait quelques tentatives qui auraient pu. D'ailleurs, c'est le jeu d'ensemble qui fait qu'en fait, les individualités, quand elles ont été meilleures, on a l'impression qu'elles étaient meilleures un peu toutes seules.
Voilà. Ça, je l'ai dit, il y a beaucoup d'individualité, t'as pas de collectif. C'est pas collectivement que le groupe est monté. Tu vas dire, bon, Luis Gustavo, il colmate un peu tout, il fait un peu tout. Evra, il en touche plus une. Thauvin, c'est un peu bien et un peu moins, enfin, plutôt un peu moins bien et bien ensuite. Tu vois, chacun, ils ont leurs variations et le jeu, lui, reste dans l'ensemble assez pauvre. Enfin, on identifie quand même un truc, c'est le problème au milieu. Or, c'est pas au milieu que Garcia veut recruter d'ici la fin août. Il a dit défense en priorité et éventuellement sur un côté. Donc, je sais pas, tout le monde identifie ça. Là, une nouvelle fois ce soir, il y a ceux qui encensent Luis Gustavo en disant c'est le seul qui veut quelque chose. Il y en a d'autres qui te disent là sur le hashtag RMC Live, Luis Gustavo, il va pas vers l'avant. Donc, personne fait l'unanimité. Luis Gustavo, c'est pas son rôle d'aller vers l'avant. Lui, c'est plus un récupérateur, un ratisseur et un premier relanceur. Et un premier relanceur, c'est ça surtout, parce qu'en défense, t'as pas ces mecs-là qui relancent déjà. Alors, normalement, Rami, avant, alors je sais pas s'il l'a encore, mais il avait une qualité de première passe qui était plutôt pas mal. Sur les matchs qu'il joue, je pense pas qu'on compte beaucoup sur lui. Quand t'as un mec devant ta défense comme Luis Gustavo, qui, quand même, avec son passé, les grands clubs qu'il a fait, la qualité de relance qu'il a, je pense que tu le confies quand même sur cette peur-là. Voilà. Donc, ce qui explique le fait qu'il descende beaucoup chercher les ballons, je pense que déjà ça, il le fait très bien et il couvre beaucoup sa défense. Ça, c'est dû également à quoi? À la faiblesse de ta charnière centrale. Le fait quand au football, ta charnière centrale n'est pas très solide et qui n'était pas très sûre d'elle, balle au pied ou même face aux offensives de l'adversaire, tu demandes quand même à ta sentinelle de descendre beaucoup bas. C'est-à-dire de faire l'essuie-glace devant ta défense. Et Luis Gustavo, je pense qu'il le fait beaucoup depuis qu'il est venu à l'OM. Ensuite, le problème, il est où? Comme tu le dis, Gilbert, si c'est pas au milieu qu'il faut recruter, moi je suis d'accord. Maintenant, apporte des variantes au milieu de terrain. Joue pas forcément avec ce 4-3-3. Ils ont qui, quand tu dis on recrute pas au milieu, ils ont qui au milieu hors le trio titulaire, Morgan Sanson, le petit Lopez. Anguissa, par exemple, tu peux le faire jouer dans un milieu à deux. Après, oui, on est d'accord. Il joue beaucoup, mine de rien, Anguissa. À chaque fois, c'est lui qui rentre. Oui, mais vous avez mieux en magasin à me proposer ou pas? Tu peux faire monter le petit Camara, joueur de foot, fin, ballon, qui va te faire une liaison et tout. Ça reste quand même un petit peu pauvre. Tu vois, oui, c'est pour ça qu'on peut s'étonner que ce soit tu fais pas quelque chose d'offensif et tu mets Payet dans ces trois-là en inversant ton triangle et tu le mets en pointe haute, mais je pense que c'est pas trop son truc. Il préfère être sur le côté un peu libre, donc dans la position d'Ocampos ce soir. Ouais, où tu fais un 4-2-3-1. Le milieu de terrain, moi. Le petit Lopez, c'est très bien, on est tous contents de le voir, il est très jeune, il y a plein de bonne volonté. C'est faible mais c'est tendre, c'est tendre. Dans un vrai OM, il est remplaçant, le petit Lopez. Dans un vrai OM avec des bons joueurs, il est remplaçant. Il rentre, ça devient un joker sympa, il sait tenir le ballon, il est combatif, tout va bien, mais c'est un tout petit format. Quoi, un vrai OM aujourd'hui, non, mais dans un OM plus fort, dans un OM qui vise des objectifs. Comme on l'idéalise, parce que c'est une vraie équipe de une grosse équipe de notre championnat. Non, mais ils auraient dû le recruter. Ils auraient dû recruter au milieu des mecs. Qu'on le veuille ou non, quand même, il y a une dimension physique aussi dans le foot. Même, évidemment qu'on aime la technique, mais il faut pouvoir. Le petit Lopez, tu vois, bon. Il est vraiment petit. Non, mais quand on est même, d'accord. Le problème de Lopez, c'est que c'est plus une révélation comme l'an dernier. Maintenant, on attend un peu plus. Oui, on attend un peu plus, c'est ça. On est devenu plus exigeant avec lui. Sinon, ce qu'il apporte, comme on le dit, pour le top niveau, pour le niveau européen, on sent encore qu'il n'a pas les épaules complètement solides. C'est un peu faible et il peut faire mieux. Maintenant, comme je te le dis, on l'idéalise ce vrai OM. Dans un vrai OM, t'as beaucoup de joueurs qui seraient pas titulaires forcément. On est d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, va prendre un milieu de terrain ou va prendre un joueur, par exemple pour mettre Sakai en concurrence, va trouver un latéral droit qui va accepter le projet sportif de l'OM que tu vas payer au prix, j'ai envie de dire salaire Ligue 1 et que tu vas recruter avec une enveloppe pas forcément folle avec ce mercato, c'est pas évident non plus, tu vois ce que je veux dire. Donc moi c'est pour ça que je dis recruter au milieu de terrain, t'as pas forcément ce besoin-là quand t'as Bouba Kamara que tu peux faire monter au milieu de terrain qui tout l'OM en dit beaucoup de bien, ou Zambo Anguissa que tu peux faire jouer à côté. C'est pas du crack, quoi, tout ça, quoi. Mais ça peut devenir. Mendy c'était pas du crack quand il était à l'OM, quand Bielsa le transforme, c'est pas du crack, on est d'accord. Sauf qu'en changeant de système, tu peux mettre un joueur dans un système de jeu. Il y a beaucoup de monde qui demande un 4-2-3-1. Tu parles de changement de système alpha. Jean-Claude sur la hashtag RMC Live nous dit il n'y a pas le choix, il faut jouer en 4-2-3-1, recruter un avant-centre et un milieu, dit-il. Et puis j'ai Leger qui lui dit Evra, évidemment, à le niveau pour moi, seulement dans un bordel collectif comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Non. Qui dit ça? Il a le niveau. Il estime, lui, qu'il a le niveau. On a trouvé quand même quelqu'un. Il peut appeler pour qu'on essaie de... Et puis j'ai quand même Pavel qui lui dit je pense que la chemise d'Alpha Baldé vaut au moins 222 millions. 223 millions, parce que Neymar. Voilà, elle est dorée, clinquante, magnifique. C'est plus niveau textile, c'est meilleur que l'OM ou pas?
Le maillot de l'OM, beaucoup plus. Il n'y a pas de difficulté avec l'histoire. Je pense que Daniel ne porterait pas ta chemise. Non, je pense pas non plus. Bah quoi, chacun son style. Exactement. Non, Dimitri, tu veux rajouter un problème truc avec ça. Ouais, si je peux me permettre, parce que là, on parle de chemise, de recruter quelqu'un, de mercato, tout ça. Oui, dans la chemise, ouais. Mais le problème, c'est que moi, admettons, je suis joueur de foot professionnel, je suis un bon joueur d'un bon niveau européen, je regarde le match de Marseille ce soir. Tu viens pas. Mais je viens pas, j'ai pas envie. C'est ça. Garcia, il change pas, il s'entête avec son même système depuis le début, alors qu'on a eu du mal contre Ostende et là contre, j'arrive même pas à prononcer le nom, Zomdal ou je sais pas quoi. Domzalé, monsieur. Ouais, Domzalé. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Alors ok, Garcia, je l'aime bien parce que c'est un bon entraîneur et c'est toujours un bon entraîneur. Mais il y a un moment donné, il faut arrêter quoi. Donc je souhaite beaucoup de courage à Zubizarreta. Est-ce que Dimitri, je sais pas dans quelle mesure tu peux être un porte-parole marseillais, j'en sais rien, mais tu as au moins un petit groupe à toi de supporters de l'OM autour de toi. Et d'ailleurs, ce serait bien que bientôt on ait nos fameux amis influenceurs marseillais, mais j'aimerais savoir un peu comment il est réellement perçu, Garcia, auprès des supporters de l'OM. Est-ce que tu es, Dimitri, toi, un rare à le critiquer, ou est-ce que le doute est globalement diffus parmi les supporters marseillais? J'ai du mal à saisir réellement ça. La globalité, je sais pas, mais moi de mon côté, avec mes collègues supporters marseillais, c'est vrai que quand Garcia est arrivé, on était contents, parce qu'on s'était dit que Garcia c'était quand même mieux que Michel et tout ce qu'on avait pu avoir à part Bielsa. Mais là, on commence vraiment à en avoir ras-le-bol parce que il est en train de nous faire une mort en blanc, en fait. C'est-à-dire, il s'entête dans son truc, dans ses machins. La direction, elle a dit ça, donc moi, je fais ça. Et basta. Non, il y a un moment donné, il faut changer, il faut taper du poing sur la table. Moi, si ça continue comme ça, franchement, je vais être le premier à agiter les mouchoirs blancs d'émission Garcia à la fin de saison. Moi, Dimitri, comme je l'ai dit, il vient de Lille. Il a quand même ça pour lui. Il a réussi à faire quelque chose de bien. Quand il vient de la Roma également, donc à Marseille, on se dit forcément, oui, un mec qui vient de la Roma, qui va venir à Marseille, c'est un plus par rapport à ce qu'on peut avoir ou ce qu'on pouvait espérer. Moi, je me suis pas dit ça du tout, en fait. Mais maintenant, moi, je pense qu'il risque de retourner les supporters qui étaient très joyeux à son arrivée, au fait. Comme tu le dis, le fait de s'entêter. Oui, le après, fait de on est vraiment en début de saison. Il y a 2 victoires de suite dans le championnat. Il peut y en avoir une 3e ce week-end. La qualif, elle est c'est plus dans le jeu, au fait. C'est un club qui commence sa préparation tôt. Oui, je suis d'accord. Maintenant, il va falloir voir le ratio entre résultat et jeu proposé. De quelle façon ça va être apprécié par, en gros, le peuple marseillais. Comment ils vont apprécier ça? Parce qu'on est quand même dans la construction d'un nouveau projet. Il y a eu très logiquement, plus que logiquement, absolument normalement, de l'indulgence sur la saison dernière. Il arrive en cours de route, le projet a démarré en cours de route. Est-ce que tu peux, si jamais les résultats, si l'OM s'installe dans le top 5 ou mieux, et que ça joue comme ça, moi je veux bien, je suis le premier à faire la fine bouche, je suis le premier à réclamer du jeu, mais en l'occurrence, vu la construction du projet, je crois il faudra, si le scénario que je suis en train de mettre en place se déroule quand même comme ça, je pense qu'il faudra quand même être un petit peu indulgent, quoi. Oui, indulgent, on est d'accord. L'OM était un club qui était au point mort absolu à l'année dernière, à cette même époque, quand même. Ouais, mais on est quand même en droit aussi de demander un minimum de jeu, un minimum de physionomie. Dimitri, merci. De rien, mais juste une dernière chose, pour moi, là, cette année, Marseille, ça sera le Lyon de l'année dernière. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire, tu veux dire que ça finira par une déception, c'est ça que tu veux dire? Ouais, je pense, ouais. Franchement. Ouais, mais Dimitri, si l'OM termine 4e. Après, Lyon, ils ont été en demi-finale de Coupe d'Europe et ils finissent 4e. Alors pour Lyon, ça peut être décevant parce qu'ils sont dans un contexte qui est différent. Et moi, je pense que la saison dernière est très décevante pour Lyon. Mais si l'OM, cette année, fait le parcours de Lyon, à savoir 4e place et un bon, mais je dis même pas une demi, mais un parcours honnête en Europa League. Oui. T'es obligé de prendre, quoi, au vu du contexte. C'est sûr qu'on prendra, mais là, tu pourras pas faire la fine bouche. L'année prochaine, après, si tu veux réclamer du jeu, plus de joueurs qui viennent, une évolution autre dans le projet, je suis d'accord. Mais là, on veut quand même aller trop vite, quoi. Tu vois, il faut pas non plus. On demande des jeunes joueurs de ballon, parce que recruter avec des cannes. Qui avance avec des déambulateurs. Excusez-moi. Je suis d'accord, ça je l'avais dit dès le mercato d'hiver, j'avais dit il y avait peut-être mieux à faire que d'aller prendre Evra. Dimitri, merci, salut. À l'époque, à très bientôt. On m'a malmené. Alors du coup, petite correction quand même. Laquelle? Sur la moutette. C'était à Orthez. Tout à fait. On a reçu quelques tweets de gens du Sud-Ouest outrés par cette oui, parce qu'après il y a eu jumelage, c'était quoi l'histoire? Il y a eu Pau, c'est Pau Orthez l'équipe. Mais non, mais après surtout qu'on a construit le Palais des Sports de Pau.
Oui. Et donc ils ont changé d'endroit pour jouer. C'était Pau Orthez qu'on disait. Oui. Et à l'époque on disait Orthez tout court. Maintenant c'est Pau Lac Orthez. Ouais, ça va, maintenant je sais plus. Bon bref, je peux pas t'aider. Alors attention. Du coup, tout le monde m'envoie Lisandro Love m'envoie sa liste des joueurs nés le 5 février, mais ça n'a rien à voir. On s'en fout du 5 février, mon petit Lisandro Love. C'est parce qu'il y a Neymar dedans, c'est pour ça qu'il l'a envoyé. Ah d'accord. Comme on a parlé de Rudy Garcia, du coup, on s'en fout plus. Tout le monde veut parler de Rudy Garcia, notamment Antoine, qui est là, qui est supporter de l'OM. Antoine, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut Antoine. Salut. Rudy Garcia est au programme de ton intervention. Nous t'écoutons, mon cher Antoine. En fait, moi j'ai un problème avec Rudy Garcia, c'est qu'en fait c'est le même problème que j'ai avec Deschamps et par exemple Laurent Blanc, c'est que j'ai l'impression que tous les coachs français, et d'ailleurs les coachs français qui ont la cote du coup en France, ils jouent tous pareil et c'est toujours pareil, c'est le premier changement à la 75e, c'est poste pour poste et on prend jamais de risque. Et c'est insupportable. Et comme Deschamps ou Laurent Blanc ou Garcia actuellement, c'est ça passe avec un peu de chat et si ça passe pas, on va dire c'est parce qu'on n'a pas eu de chance, c'est parce qu'il y a eu ça, c'est parce qu'il y a eu ci. Et c'est vraiment chiant. On prend pas de risque, il y a aucun jeu. Enfin, Garcia, je l'aime bien. Enfin, j'ai rien contre lui, mais c'est que, enfin, ça devient chiant. Depuis qu'il est à l'OM, depuis l'an dernier, on a joué en 4-3-3 à chaque match. Et son premier changement, c'est à la 75e. Au pire, à la 60e, si vraiment on perd 2-0, mais c'est tout. Et c'est insupportable. Je suis complètement d'accord avec toi, Antoine. Moi, aujourd'hui, devant la télé, en seconde période, quand l'OM va mieux et récupère ce ballon-là, commence à mettre en difficulté cette équipe de Dompton là, Domzalé. Moi, je m'attendais à ce que tu mettes plus de folie au fait devant, que tu mettes un NDA, ouais, c'est ça, que tu apportes quelque chose NDA ou je sais pas, tu l'inscris, mais que tu te rendes compte qu'à ce moment-là, ton équipe a plus d'emprise sur le match par rapport à l'adversaire et que tu peux l'étouffer et que tu peux l'empêcher de ressortir le ballon parce que c'est une équipe qui cherchait toujours à ressortir. On rappelle que l'an dernier il fait un double changement en première mi-temps une fois, Rudy Garcia, donc ça peut arriver. Ça peut arriver, bien sûr. C'est comme quand il change de tactique. Je pense qu'il joue en 4-2-3-1 face à Angers où il gagne 3-0 aussi, où c'était vraiment plaisant à voir jouer. Mais le problème c'est que voilà, comme le dit notre auditeur, c'est que il faut avoir une lecture du moment. En fait, il faut pas toujours s'entêter dans un système, dans un schéma de jeu. C'est pour ça que je disais, Daniel, si en fin de saison ils vont en Europa League, ils font un très bon parcours, ils finissent sur le podium ou ils finissent 4e, on peut le prendre. Sauf que malheureusement, nous comme observateurs, ce qu'on demande, pas comme supporters, on veut voir du jeu, on veut voir des prémices de quelque chose. Le supporter a le droit de demander du jeu, il manquerait plus que ça. On n'arrête pas de dire que les supporters. Non mais ça, tu vois, je dis ça pourquoi, si tu vas en finale, je pense que toi t'es content et tout ça. Moi, avec du recul, moi je me dis voilà, c'est bien, ils étaient en finale, mais dans le jeu ou dans le contenu, qu'est-ce qu'ils ont proposé, voilà, on a rien à dire là-dessus, tu vois. Non, mais moi, on dit souvent que les supporters marseillais sont exigeants et qu'ils sont pas patients et tout. Mais moi, les meilleurs souvenirs que j'ai de l'OM dernièrement, c'est Eric Guéret et Bielsa. Même, je les place même devant Deschamps qui lui a été champion. Mais avec Guéret et Bielsa, j'ai pris un pied monumental, quoi. Et on n'a pas été champion, on n'a rien gagné, mais pourtant c'était génial. Messieurs, stop. Valère Germain est en direct avec nous dans l'after. Bonsoir Valère. Bonsoir. Je pense que en vrai, je crois qu'il était en conf. Bah oui, c'est le vrai Valère Germain, voilà, qui est avec nous en direct. Profitons-en. Un match où vous n'avez pas touché beaucoup de ballons, Valère. Non, ça a été un match compliqué pour tout le monde. Et, on a bien réagi en deuxième mi-temps et on s'en sort quand même avec le match nul, qui est plutôt une bonne option pour la qualification. Récemment, j'en parlais tout à l'heure au début de l'émission, j'ai lu 2 de vos interviews qui étaient très intéressantes où vous parliez de votre positionnement et de l'éventuelle difficulté pour vous de jouer dans un 4-3-3 et vous expliquiez que non, ça n'était pas difficile à partir du moment où il y avait des joueurs près de vous. Là, ce soir, ça n'a pas été vraiment ça. Vous avez souvent été un petit peu isolé et malmené par cette équipe qui, surtout en première mi-temps, vous avez fait mal en vous privant de ballon et c'est ça qui vous a complètement isolé. Dans ce genre de match-là et dans ce genre de config-là, vous devez souffrir le diable quand même. Non. C'est des matchs différents des matchs où on a plus le ballon, où on domine. Après, c'est à moi et à l'équipe de faire mieux quand il y a des matchs comme ça. Et voilà, quand on a le ballon, il faut aussi qu'on soit plus nombreux dans la surface, qu'on centre plus, qu'on soit plus dangereux offensivement. Mais voilà, non, mais c'était pas le cas là. C'était pas le cas. Oui, mais il y a des matchs sans. Après, si dans 10 matchs, il y a 10 matchs comme ça, ce sera différent. Mais voilà, il y a des matchs où malheureusement, franchement, on est moins bien et il va falloir vite réagir. Et il y a un match dans 3 jours, donc ça nous permet de réagir vite.
C'est quoi? C'est cet enchaînement de rencontres qui fait que ce soir, je sais pas, sur la première période, parce que c'est quand même une toute petite équipe en face, vous souffriez autant? Comment vous l'expliquez ça? Je sais pas, peut-être qu'on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait pour imposer notre jeu. Dans les duels, on n'était pas non plus présents. Pourtant, le coach nous avait prévenu que c'était quand même une bonne équipe. On avait fait la vidéo sur cette équipe. Et, on a mieux réagi en deuxième mi-temps, même si ça n'a pas été exceptionnel. Mais au moins, on part avec le match nul. Très bien. Bon. Juste un dernier mot pour Valère Germain. Est-ce que vous êtes au courant que l'After a inventé un concept pour vous, comme joueur, le joueur magique, le joueur incritiquable? Le joueur doudou. C'est arrivé jusqu'à vous? Ah non. Voilà. C'est pas... Voilà. Oui, vous avez été surnommé l'archétype du joueur doudou, c'est-à-dire le joueur qu'on n'arrive pas à critiquer en fait. Ah, d'accord. Bon, mais il va falloir que je fasse un peu mieux que ce que j'ai fait ce soir quand même pour que ce tournoi continue alors. Voilà. C'est ça. Merci Valère en tout cas, à très bientôt. Bonne saison. Merci à vous. Bonne soirée. Valère Germain qui était en direct avec nous depuis la Slovénie. Merci à Florent Germain qui nous l'a transmis, bien sûr. Alors voilà, on va s'arrêter là sur Rudy Garcia. On en a fait beaucoup sur Rudy Garcia. On va faire maintenant une évaluation dans quelques secondes avec Antoine au 32-16. Après on passera au Mercato. Je rappelle que ce soir donc l'OM fait un partout à Domzalé. Bon, pour Valère Germain, c'est plutôt un résultat correct en vue du match retour. Sur le résultat, mais bon, nous on est surtout revenu sur le contenu et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Antoine, merci au 32-16. À très bientôt. Oui, attends, je voulais juste dire quelque chose. Ah, vas-y, pour conclure alors. Oui, j'ai vu un tweet ce soir sur Twitter. Enfin, je sais que dernièrement, on n'arrêtait pas de dire que Valère Germain, s'il était argentin avec des tatouages, il jouerait à Manchester City et s'il s'appelait Germinho. Mais là, par exemple, il y en a un autre, il s'appelait Lucas Auchan, je pense qu'il jouerait à Orléans. Ah, tu veux dire Ocampos? Tu veux dire, comme il est argentin, il bénéficie d'une cote. Ah ouais, parce que c'est le joueur de Garcia, il préfère Acabella et les autres, mais putain, oh là là, il m'énerve. Lui, il sent pas le football, lui, c'est pas le joueur incritiquable. C'est pas ton doudou, quoi, en quelque sorte. Ah non, pas du tout. Merci Antoine. Salut. Je vous en prie. Salut et à très bientôt. Dans quelques secondes donc, évaluation, un partout Domzalé OM, je le rappelle, pub Mercato. Évaluation, c'est le programme de l'After. À tout de suite.